Donc pour ceux qui sont connectés ou pour ceux qui sont déconnectés ou pour ceux qui sont présents, en fait je trouve que finalement c'est un bon reflet du sujet dont on va parler ensemble, donc les interventions de sophrologie en entreprise. Donc je suis contente de voir et de revoir certains qui ont suivi les sessions précédentes, parce que ça permettra aussi de faire une petite mise à jour. Kathleen, toi, t'es venue il y a combien de temps? Tu te souviens plus? Oh, un peu plus, je pense. Alors peut-être au mois de... Ça fera 2 ans. 18 mois, oui, parce que c'était novembre. Donc toi, Xavier, tu étais au mois de janvier. Voilà. Claire, c'était... Ça fera 2 ans. Bon, ok, d'accord. Bon, donc je vais commencer. On a un petit décalage avec juste ceux qui sont en ligne. Laurence, on te voit? Je ne sais pas. On met une caméra? Apprendre à gérer son stress. Ça vous... elle est là. Ah, voilà, ça dépend pour l'intérêt. Par contre, on peut peut-être éteindre l'écran derrière Laurence. Ben non, parce que je vais m'en servir. Ah, j'ai une seule slide, mais je vais m'en servir. Moi, je l'ai pas. Moi, j'arrive pas à me connecter. Cool. Ah, c'est direct, on est là. Formidable. Alors bonsoir à tous. Bonsoir. Donc ceux qui sont en live, en présentiel et ceux qui sont donc en distanciel. Donc je suis Laurence Roufouillet et je vais vous présenter un petit peu voilà, les thématiques dont on peut parler autour de la sophrologie en entreprise. Moi c'est une... Alors je vais peut-être... Je ne sais pas si je peux avoir le petit fond d'écran que j'avais préparé. Voilà, donc c'est les joies du direct. Voilà, ça va juste un tout petit peu m'aider, même si vous allez voir, je déteste les PowerPoint, mais au moins ça permet de structurer un peu le propos. Puis on va voir un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Voilà. Alors, la première chose, moi je suis promotion Cassiopée 2003. Hein, il y en a qui mettent sur leur CV HEC 2001. Moi je suis Cassiopée 2003. J'ai fait ma formation de base ici, donc chez Cassiopée. Alors pas ici physiquement, puisque l'école était installée ailleurs. J'ai commencé donc en 2003 en donnant des cours collectifs. Et puis assez rapidement, j'ai eu un cabinet pour faire des suivis en individuel. Et très très rapidement, j'ai commencé à intervenir en entreprise en 2006. Et ça s'est fait complètement par hasard. C'est-à-dire que dans mes clients que je voyais en individuel au cabinet, j'ai un jour quelqu'un qui m'a dit « Mais ce que je fais avec vous, est-ce que vous pourriez le faire dans ma boîte ?» J'ai dit, tiens, pourquoi pas. Et moi, c'est un milieu que je connaissais bien, parce que je venais du monde de l'entreprise. J'avais travaillé avant dans le marketing, dans la communication. Donc, j'ai envie de dire tout ce qui tournait. Alors, pour l'instant, on va dire dans la grande nébuleuse du stress au travail, je voyais tout à fait de quoi il s'agissait. Et je me suis dit, oui, je me sens de le faire, c'est-à-dire d'adapter ces actions que je faisais au départ à titre individuel ou sur des cours collectifs, mais un peu généraliste, de me dire est-ce que je peux l'adapter au monde de l'entreprise. Et ça m'a intéressée assez rapidement parce que je me suis dit finalement c'est un peu le dernier bastion à faire tomber. Il y a des milieux dans lesquels la sophrologie est presque naturelle, dans tout un tas d'accompagnements, à l'école, etc. Donc ça paraissait complètement naturel, mais le monde de l'entreprise c'était un peu plus compliqué. Donc depuis 2006, alors je compte assez régulièrement, je pense que j'ai suivi aujourd'hui, je dirais entre 4500 et 5000 personnes dans des accompagnements autour de la sophrologie au travail. Pour ceux qui me connaissent un peu, donc j'ai sorti en 2013, j'avais de quoi raconter donc cet excellent ouvrage que je ne saurais trop vous recommander, donc la sophrologie au travail. Pourquoi ? Parce que ça m'a intéressé de décortiquer quelles étaient les problématiques du travail et comment on pouvait adapter les outils de la sophrologie qu'on connaît bien et les adapter à cet environnement-là qui à la base paraissait pas complètement acquis à notre cause, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, j'ai 3 grands axes d'échange avec vous. Première question qu'on va se poser, sophrologie entreprise, à quoi ça sert ?
Pourquoi on ferait de la sophrologie en entreprise? L'entreprise, le milieu du travail, c'est un milieu sérieux. Une sophrologue, un sophrologue, ça paraît un peu étrange, ça n'a rien à faire là. Éventuellement, c'est pour les loisirs, mais pourquoi ça viendrait dans le monde de l'entreprise? Donc ça, je vous expliquerai comment aussi tout ça a pu évoluer. Ensuite, on verra plus spécifiquement l'environnement dans lequel on évolue, et presque même le cadre légal, puisqu'on parle bien de ça aujourd'hui. Et on est passé vraiment... Alors, c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup d'acronymes, c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup de sigles. Donc, on est passé d'une législation autour des RPS, les risques psychosociaux. Au début, ça ne faisait pas rêver, c'est clair, mais on n'était pas là pour faire rêver, puisqu'on était vraiment sur des problématiques qui étaient très concrètes et parfois très graves, donc les risques psychosociaux. Et puis, on a glissé quand même tout doucement. Alors, avec les RPS, bien sûr, sont toujours d'actualité, mais c'est vrai qu'on a un peu élargi le cercle de nos interventions, et notamment autour de tout ce qu'on appelle aujourd'hui la QVT, la qualité de vie au travail. On expliquera un petit peu ce que c'est. Et puis, on va faire un focus sur ces derniers 18 mois. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé dans une période complètement inédite, avec une autre manière de pratiquer nos métiers. Et on est passé vraiment du confinement, donc là je parle bien de printemps 2020, jusqu'à aujourd'hui, on va être sur des formules de travail hybride. Eh bien, les outils aussi se sont adaptés. Et pour ceux qui ont fait la session sophrologie et entreprise il y a quelques années, alors pour vous cette année j'ai commencé à en parler, mais c'est vrai qu'il y a encore des mutations, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses qui changent, et j'ai même vu des différences en quelques mois. Par exemple, entre le mois de mai et la rentrée de septembre, les demandes, par exemple, des entreprises sont différentes. Il y a des nouvelles choses qui émergent, donc c'est ça qui est intéressant. Alors, pourquoi faire de la sophrologie en entreprise? Moi, quand j'en parle, je peux avoir de temps en temps des réactions épidermiques de gens qui vont me dire « Mais s'il y a du stress en entreprise, si les gens sont anxieux, s'il y a du burn-out, s'ils dorment mal, etc., c'est la faute de l'entreprise. Et finalement, il faut changer le système. Et si on change le système, les individus iront mieux. » Ça, je l'entends complètement, mais ce n'est pas mon métier. Ou j'ai envie de dire, ce n'est pas ma lutte. Si vous voulez vous engager dans la lutte des classes ou le changement du système, il y a d'autres outils pour le faire. Mais se dire qu'on va résoudre le problème uniquement en changeant la structure, ce n'est pas toujours suffisant. D'ailleurs, on en a des preuves, puisqu'il y a des personnes qui changent de travail, et ce n'est pas pour autant qu'elles vont automatiquement mieux. Donc oui, l'environnement, les conditions de travail sont importantes. On peut quand même dire aujourd'hui qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites autour des conditions de travail. Alors, des aménagements d'horaire, et puis on a vu des conditions de travail sur le... Alors là, les aménagements de l'horaire, c'est dans le temps, mais on a eu aussi des aménagements dans l'espace, avec le télétravail, pas seulement. Aujourd'hui, on parle vraiment de flexibilité, on parle d'entreprise agile, avec quelque chose qui va être vraiment au plus proche des salariés. Alors, à quoi ça peut servir la sophrologie en entreprise? C'est vrai que la première technique, donc, qui consiste à dire on change le système et tout le monde ira mieux, oui, pourquoi pas. Après, moi je pense que dans cette organisation qui existe, on peut essayer de faire évoluer des choses. Quand j'ai écrit sur la sophrologie au travail, je me suis posé une question, parce que souvent je voyais des gens, en particulier en cabinet, qui me disaient plus tard, je ferai ça, ou bien je vais faire une reconversion professionnelle et ça ira mieux, etc. Et pendant un certain temps, j'ai cherché, je me suis dit, est-ce qu'il y a un métier, est-ce qu'il y a des métiers dans lesquels il n'y ait pas du tout de stress? Donc j'ai interrogé différents professionnels. Alors je suis allée assez loin, je le raconte d'ailleurs dans le livre. J'ai même interrogé une religieuse qui était dans une congrégation en me disant, bon, finalement, il n'y a pas d'obligation de résultat, c'est quand même un cadre qui est tout à fait préservé, y compris dans un lieu qui est préservé. Et je me suis rendu compte que non, il y avait du stress parce que les interactions humaines, quelles qu'elles soient, les autres, les échanges, le fait de travailler ensemble, alors que ce soit travailler pour produire quelque chose, avec un objectif économique ou purement même... Alors moi j'ai beaucoup évolué dans des univers associatifs par exemple. Dans l'univers associatif, il y a des tensions, il y a du stress, il y a des luttes de pouvoir. Finalement, on retrouve un peu ce qu'on reproche de temps en temps à l'entreprise. Donc finalement, les organisations humaines, les groupes humains, potentiellement, oui, ça génère des interactions qui ne vont pas toujours être aussi satisfaisantes que ce qu'on espérait. Et nous, on va avoir une réponse, puisque quand on parle du stress, on va être sur une réponse d'adaptation. Cette réponse, elle va être nécessaire pour arriver à ce que ça fonctionne.
Donc, la première stratégie, changer le système, peut-être. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, quand les choses ne peuvent pas bouger, comment on peut essayer de faire en sorte que nous, à titre individuel, ou parfois par petits groupes, par petites unités, moi je travaille par exemple sur des services, où je vais travailler sur des équipes en particulier, comment est-ce qu'on peut essayer de rétablir les choses? Et ça, j'ai trouvé ça très sophrologique dès le départ. Pourquoi j'ai trouvé ça très sophrologique? Parce que la première chose, c'est que moi j'avais dans ma boîte à outils des outils qui notamment permettaient d'atténuer les symptômes. Par exemple, tous les ressentis autour du stress, de l'anxiété. Alors, on peut parler du burn-out, mais il faut savoir que quand on accompagne des personnes autour du burn-out, en général, on est en complément, bien évidemment, avec d'autres professionnels qui ont déjà installé une prise en charge. Mais le fait d'avoir des outils, que ce soit les sophronisations, les relaxations dynamiques et toutes les techniques de visualisation pour positiver, enfin tout ce que vous connaissez, ça me paraissait tout à fait intéressant et pertinent si on les adaptait pour pouvoir travailler sur l'atténuation des symptômes. Et puis ce que j'ai trouvé très sophrologique aussi, c'est de me dire, mais finalement j'ai aussi des outils pour aider chacun à s'appuyer sur ses ressources. Activer nos ressources, activer le positif, travailler sur ses capacités, ça c'est pareil, c'est très sophrologique, donc ça peut vraiment s'adapter sur la sophrologie quand on l'a fait en entreprise. Et puis le troisième aspect qui m'a paru intéressant, c'était tout ce qui tournait autour du positif, de la motivation, j'ai envie de dire, alors je mets des guillemets, de la performance, d'avoir aussi ou d'entretenir un mental positif ou un mental de gagnant. Alors, ce sont des termes qui sont parfois caricaturés, mais qui ont vraiment du sens, et notamment quand on parle de la meilleure manière de dépenser notre énergie. Et on voit bien que le travail, forcément, ça demande un effort, et que cet effort, c'est notre énergie physique. Cet effort, ça va être aussi notre énergie intellectuelle. Aujourd'hui, on est beaucoup sur des métiers qui sont des métiers du tertiaire, des métiers de service. Donc, ça demande beaucoup plus de mobiliser nos capacités à réfléchir, à imaginer, à mémoriser, à innover. Et puis, il y a aussi toute cette énergie relationnelle, voire émotionnelle, qui va entrer en ligne de compte. Donc ça, alors, ça s'est arrêté. On va le relancer. Ça suffit. Voilà. Donc ces trois aspects-là font que la sophrologie, c'était pertinent en entreprise. Alors ça, je le savais en 2006, je le sentais, mais pour faire passer le message, ça n'a pas été très simple. Parce qu'en face de nous, on avait des décideurs qui disaient ok, mais est-ce que vraiment on va pouvoir expliquer à un comité de direction qu'il y a une utilité à faire ça à nos équipes, à nos salariés? Ce qui nous a aidés, c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'à partir de 2008, sont arrivés un certain nombre de textes de loi, d'abord en lien avec la santé au travail, et à l'origine, alors quand je dis à l'origine, c'est quelques dizaines d'années, pour ne pas dire un siècle, la santé au travail, c'était d'abord la santé physique. Donc c'était la sécurité des salariés. Et là, on parle bien de l'industrie, des endroits où on manipule des matières dangereuses, où on se dit il faut que les gens, les travailleurs, restent en bonne santé. Moi, je donne toujours l'exemple des usines Renault, puisque j'exerce moi à Boulogne-Billancourt. Les usines Renault sur l'île Seguin, on voyait, moi je suis allée une fois au service de santé chez Renault, il y a des photos impressionnantes des années 30 où on voit les gens avaient des gros pansements, donc on allait à l'infirmerie pour se faire soigner. Bon. Donc la santé, c'est quand même de la responsabilité de l'employeur, c'est-à-dire que c'est normal, l'employeur doit s'assurer que son personnel est en bonne santé et est maintenu en sécurité dans l'exercice de son travail. Avec les risques psychosociaux, dans lesquels il y a en fait trois composantes. Dans les risques psychosociaux, il y a le stress au travail, le harcèlement, ça je le mettrai de côté parce qu'on est moins concerné, et le burn-out. Tout d'un coup, la santé mentale est devenue aussi la responsabilité de l'employeur.
alors que c'est une part qui est quand même très individuelle. Puisque la manière dont on va se sentir, hein, on va dire notre humeur, notre santé mentale, notre équilibre psychologique, il dépend de plusieurs composantes, mais il dépend aussi de composantes personnelles. Votre vie personnelle, je ne sais pas, votre vie de couple, votre vie de famille. Si quelqu'un est malade dans votre entourage, forcément, vous allez être un peu plus inquiet et puis ça peut avoir des répercussions dans votre travail. Et longtemps, les employeurs se sont un peu retranchés derrière ça en disant « Non, non, mais ça ne nous regarde pas, c'est votre vie privée ». Mais ça a des incidences sur le travail et quelquefois, ça venait télescoper des ambiances de travail qui allaient être des révélateurs. Hein, c'est-à-dire que pour des personnes qui avaient déjà un peu un terrain, une sensibilité, une fragilité, l'environnement de travail, pour peu qu'il soit un tout petit peu tendu, agressif, une surcharge à un moment de travail, comme ça arrive toujours, hein, parce qu'un cycle de production, c'est jamais linéaire, ça fait partie des aléas, ça pouvait exploser. Bon. Donc à partir des risques psychosociaux, il y a tout un tas de dispositifs qui ont été développés. Alors autour de ce qui est devenu après, aujourd'hui, alors on est tombé dans le bien-être au travail. Alors, je vous dirai après ce que je pense du bien-être au travail. Mais même au début, dans les risques psychosociaux, alors les entreprises au départ se sont dit on va évaluer. Hein, on va essayer de voir si on est concerné ou pas. Puis assez rapidement, ils se sont rendus compte que oui, effectivement, ils étaient concernés. Et il fallait mettre en place des outils, des actions. Et ça, c'était une vraie chance pour les sophrologues, et ça l'est toujours, de pouvoir offrir un attirail, hein, vraiment un panel de techniques, d'approches, d'outils qui vont être pertinents dans un environnement donné. Aujourd'hui, autour de la qualité de vie au travail, alors si, je vais quand même vous parler un peu de l'historique. Ça, c'est mon côté Père Castor, raconte-moi une histoire. Les premiers DRH avec lesquels, qui étaient volontaires, qui étaient demandeurs pour mettre en place des actions, au départ, on nous disait « vous ne parlez pas de stress ». Vous trouvez un autre terme. On va parler de se sentir mieux. Donc on trouvait tout un tas de périphrases pour édulcorer la situation, parce que le stress au travail, ça faisait peur. Et que l'employeur, hein, les entreprises en tant qu'employeurs, ne voulaient pas se trouver coincés dans des situations où quelque part elles assumaient une responsabilité pour lesquelles il y avait, on va dire, un partage de responsabilités. Ça, c'était quand même il y a bien longtemps. Je n'ai plus de cas aujourd'hui où on me dit ne parlez pas de stress. Au contraire, j'arrive maintenant parfois dans des entreprises où on me dit si, nous on est ici avec l'idée de on vous aide à faire avec le stress. Parce que le stress, ça fait partie, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de la vie. Finalement, si on n'avait pas du tout de stress, c'est-à-dire si on n'avait pas de challenge, si on n'avait pas d'excitation, si on n'avait pas de choses où on a envie un peu de se dépasser, on s'ennuierait un peu. Je vous ai parlé du burn-out, évidemment c'est dans l'excès, puisque là on part dans la ligne rouge, mais à l'inverse, hein, on parle aussi de temps en temps aujourd'hui du bore-out, c'est-à-dire il y a des gens qui n'ont pas suffisamment de travail pour que ce soit intéressant, et ça c'est presque aussi ravageur. Alors ça paraît étonnant, parce que les gens qui sont burn-out vous diraient non, moi je préférerais n'avoir rien à faire. C'est pas vrai, parce que ceux qui sont en situation de bore-out vont vous dire mais moi je demande qu'une chose, c'est qu'on m'utilise, c'est que vraiment je puisse exercer mes compétences. Bon. Donc vraiment sur cet environnement de la QVT, alors moi j'aime pas trop le terme de bien-être au travail, parce que c'est ce que je trouve que c'est un peu cosmétique, que c'est pas valorisant pour les actions qui sont mises en place, alors je ne parle pas que de la sophrologie, hein. Ça peut être d'autres types d'interventions, ça peut être, je sais pas, du coaching, ça peut être des choses autour de la gestion du temps, il y a pas mal de choses qui existent. Quand on est dans le grand fourre-tout du bien-être au travail, moi je reconnais que je n'aime pas trop ça, et qu'on essaye en général, et c'est pour ça que je trouve que le côté qualité de vie au travail est effectivement un peu plus valorisant, parce que ça dit quelque chose sur l'ambiance qu'on a envie de créer, dans laquelle la sophrologie, c'est un des outils possibles. Alors, comment je dirais, la caricature du bien-être au travail, c'est le baby-foot dans la salle de repos. J'ai fait un article sur mon blog là-dessus. Non, la sophrologie n'est pas équivalente à un baby-foot. Ça apporte autre chose. Voilà, c'est pas parce qu'on met un baby-foot, c'est pas parce qu'on fait un espace de détente fabuleux dans lequel on met des poufs ou des lumières qui changent et puis des petits bruits d'oiseaux que les gens vont se sentir mieux. Moi, je pense que c'est plutôt en les aidant à ne plus subir.
C'est-à-dire dans des situations qu'on ne contrôle pas toujours, c'est de reprendre la maîtrise des paramètres qui nous appartiennent. Et les paramètres qui nous appartiennent, qui tiennent à notre énergie, physique, intellectuelle, mentale, enfin émotionnelle, ce sont des choses qu'on peut faire remonter, comme des petits réservoirs qu'on peut faire remonter, et notamment avec les outils de la sophrologie. Et puis, donc nous étions sur le chemin du bien-être au travail, tout se passait bien, et est arrivé en 2020 le choc, on ne peut pas dire autrement, du premier confinement. Alors ça a d'abord été, je peux le dire, un choc pour les thérapeutes et les praticiens, parce qu'on s'est rendu compte, pour ceux qui n'avaient que des cabinets et un exercice en individuel, que ça allait être un peu plus compliqué de faire nos métiers, donc il allait falloir s'adapter relativement rapidement. Moi, il y a des entreprises dans lesquelles j'intervenais où de toute façon les gens étaient en télétravail, puis de toute façon les entreprises étaient fermées, donc il n'était plus du tout imaginable d'intervenir, enfin physiquement, de se rendre physiquement dans les lieux. Les gens étaient éclatés, alors parfois, moi je suis en région parisienne, parfois aux quatre coins de l'Île-de-France, et puis parfois aux quatre coins de la France. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là ? On est un certain nombre à avoir pris le train en marche en se disant, on a peut-être quelque chose à faire sur la forme, parce que ce qu'on a vraiment senti, et ça je pense que c'est une expérience qu'on a tous partagée, ça a été une grosse bouffée d'anxiété. En l'espace de... Et moi, avec le recul, on peut comparer ça à un stress post-traumatique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'état de choc, il y a un truc qui nous est tombé dessus, avec une menace. Alors on a vraiment presque tous les critères du stress, un danger, quelque chose sur lequel j'ai pas de prise, complètement aléatoire, avec pas de perspective, etc. Donc on est complètement confiné, enfermé dans notre bocal. Donc dans la période du confinement, il y a eu un premier effet où je parle des salariés notamment, mais il n'y a pas que les salariés, les agents de la fonction publique, alors, sauf ceux de la fonction publique hospitalière, bien sûr, qui sont en première ligne, mais je ne sais pas, les gens qui travaillent dans les associations, etc. On était dans notre bulle, ça allait bien. Et puis, le travail a continué. Dans un premier temps, on nous a demandé, alors je ne suis pas la seule, parce que moi j'ai pas mal de collègues qui interviennent en entreprise, donc nous on a beaucoup échangé entre nous, et c'est vrai que alors basiquement, tout ce qu'on faisait en présentiel, on l'a basculé en distanciel. On s'est dit, on va apprendre comme tout le monde à servir de Teams, de Zoom, etc. Alors avec toutes nos réserves et nos blocages et nos croyances, ah non mais la sophrologie en visio ça marchera jamais. Si, ça marche très bien, même sur des groupes, même quand vous voyez des gens avec des petites vignettes grandes comme ça. Voilà, après, il y a une autre façon, par exemple, de guider les groupes. Ça, c'est une chose. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est de me positionner du côté des utilisateurs. Alors, pour ceux qui ont fait le stage sophrologie entreprise avec moi, vous savez que moi, je suis beaucoup dans l'idée d'utiliser la sophrologie en fonction de ce dont les gens ont besoin. Et de se mettre vraiment au niveau de l'utilisateur, du terrain. Alors, d'ailleurs, c'est une tendance en entreprise. Aujourd'hui, ça s'appelle l'expérience collaborateur. Donc, l'expérience collaborateur, qu'est-ce que c'est? Je reviens sur la QVT. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises savent que leur masse salariale, je ne vais pas dire, le mot est mal choisi, leurs effectifs, voilà, leurs équipes, c'est une richesse. Et quand on parle de ressources humaines, c'est vraiment le cas parce que l'humain est une ressource. Et je pense qu'en particulier ces 18 derniers mois, beaucoup d'entreprises ont compris que ça avait fonctionné parce que justement ça reposait sur de l'humain. Donc la ressource humaine, elle est importante et il ne faut pas l'épuiser, il ne faut pas l'user. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience collaborateur, c'est un positionnement surtout des grandes entreprises qui disent « Nous on veut que les gens qui vont traverser durant leur vie notre entreprise », entre le moment où ils rentrent dans notre entreprise et puis ils vont la quitter parce que soit ils partent en retraite, soit ils vont dans une autre entreprise, et ça c'est normal, parce que c'est la vie des organisations, on veut que ça se passe le mieux possible, et on veut mettre à leur disposition des services, en gros l'envie de rester et l'envie de bien travailler. Et moi je peux le dire pour accompagner beaucoup de salariés, de travailleurs en général, mais ça peut être aussi des commerçants, des indépendants. Alors, quand on est à son compte, c'est un peu différent parce que on va dire que la motivation n'est pas la même. Mais les gens qui sont salariés aiment leur travail et ils ont envie de bien travailler. Donc quand on leur donne en plus les moyens de temps en temps pallier
hein, aux difficultés qu'ils pourraient avoir, eh ben, il y a un effet de souffle qui est vraiment génial. Donc, début du confinement, beaucoup d'anxiété. Donc, première demande qu'on a reçue, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire à distance pour nous aider à désangoisser nos équipes. Donc ça a été le premier aspect. Ensuite, assez rapidement est arrivé le fait que le télétravail, c'est bien. Alors ça a été une expérience incroyable parce qu'on voyait le télétravail un peu comme le Graal du bien-être au travail. Hein, puisque si je travaille chez moi, je m'évite, notamment en région parisienne, des transports fatigants, etc., etc. Donc le télétravail, c'est la solution. Ben, on a vu que c'était une solution, oui, mais partielle, parce que le télétravail aussi a des inconvénients. Pendant le premier confinement, où tout le monde s'est retrouvé dans des appartements ou des espaces de vie plus ou moins grands, avec des parents, des enfants, la continuité pédagogique, etc., il y a eu vraiment un effet marmite. Donc ça a créé quand même des tensions. Alors beaucoup aussi sur le plan personnel, hein, voilà, des tensions dans les couples, avec les enfants, etc. Et puis moi je me suis rendu compte que les gens travaillaient beaucoup en télétravail et que même certains travaillaient trop. C'est-à-dire que le fameux équilibre vie professionnelle, vie privée sur lequel on les avait fait travailler pendant des années en disant non, il faut bien... Ben, à partir du moment où les espaces étaient confondus, puisque chez moi ça devient mon bureau, et ben, les temps étaient complètement confondus. Donc il a fallu remettre en place, donc ça c'est vraiment une adaptation hein, d'une situation à des outils qu'on avait déjà, mais qu'il a fallu réinventer. Alors parfois sur la forme, et puis aussi sur le fond. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus du tout avoir le même discours. Vous imaginez bien les grandes conférences que je faisais sur l'équilibre vie professionnelle, vie privée, en télétravail pendant les confinements, c'était nul. Donc ça veut dire qu'il faut aussi revenir souvent, moi je fais beaucoup ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment revenir sur nos fondamentaux. Moi je fais un métier qui est génial. Je peux le dire, en 18 ans, je ne me suis jamais ennuyée une minute en faisant le métier que je fais. Mais aussi parce que je reste éveillée, on va dire, ouverte, à l'écoute de ce qui se passe, de ce que j'entends, on va dire des tendances. Alors il y a de temps en temps, vous savez, ce qu'on appelle les signaux faibles. De temps en temps, je me dis ça quand même, ça fait plusieurs fois que les gens me parlent de ça. Je me demande s'il ne faudrait quand même pas creuser la question, parce que visiblement, là, il y a quelque chose qui accroche. Donc ça vaudrait le coup de creuser un peu. Donc c'est vraiment d'avoir cette capacité, avec des outils qu'on connaît, qu'on maîtrise, mais de les adapter pour les apporter, les servir, j'ai envie de dire, le mieux possible aux gens qui en ont eu besoin. Donc, là, on était sur la QVT, le bien-être au travail, et on était obligé d'inventer le bien-être en télétravail. Qui était quand même le paradoxe, puisque normalement le télétravail était censé être vraiment le summum du bien-être, et bien non, il y avait aussi des inconvénients. J'avance un peu dans le calendrier, on se retrouve au déconfinement, d'accord ? Et là, les gens qui étaient dans leur bulle se retrouvent à nouveau dans la nature, avec un virus qui continue à courir, hein, donc je vous parle de toutes choses que vous connaissez puisqu'on l'a partagé. Et là, il faut se réhabituer au monde extérieur avec des peurs. Et vraiment, moi, la leçon de la crise sanitaire d'une manière générale, c'est que chez chacun, ça a mis en exergue les peurs qui étaient sourdes. On a voilà, des petits points de blocage, mais qui sont, on va dire, dans la masse, noyés dans le quotidien. Ça va, on s'en sort à peu près. Mais vraiment, cette crise du coronavirus, pour chaque personne, ça a été un révélateur. Ça a augmenté, en fait, exacerbé des choses qui étaient des petites peurs et qui sont tout d'un coup devenues des peurs importantes. Et il y a des gens dont le comportement a changé. Et moi, j'ai des gens qui m'ont dit, mais moi, mes collègues, il y en a, ils sont bizarres, quoi. Ils réagissent plus comme avant. Beaucoup, par exemple, d'irritabilité, beaucoup d'agressivité. Des gens qui, avant, étaient super placides. Alors, je ne parle même pas de l'hypocondrie, hein. Parce qu'alors là, là, je peux dire qu'au cabinet, les deux gros motifs d'accompagnement encore en ce moment, c'est crise d'angoisse et comment je gère mon hypocondrie. Et il y a des jours, du matin jusqu'au soir, je ne fais que de la prise en charge des crises d'angoisse. La sophrologie, ça tombe bien, ça marche très bien pour ça. Donc,
toute la phase du confinement puis du déconfinement, les entreprises, alors les gens qui commandent le type d'action qu'on est capable de mettre en place, globalement, c'est soit des DRH, soit des responsables de la formation, nous ont fait passer le message en disant « aidez nos équipes à tenir ». Voilà, faut qu'ils tiennent le coup parce que ça va s'arranger. On est un peu dans un système intermédiaire où on navigue à vue, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais aidez-les à ne pas s'épuiser. L'été passe là-dessus, la rentrée de l'année dernière, septembre 2020, une catastrophe, c'est-à-dire qu'on récupère les gens en septembre exactement comme on les a lâchés au mois de juin ou de juillet. Quasiment les vacances n'ont pas du tout été récupératrices l'année dernière. Et puis reconfinement en octobre. Et rebelote, tout le monde, et ceux qui étaient déjà un peu fragiles, continuent à dévisser. Alors, on a vu arriver pendant l'hiver un ras-le-bol du distanciel. Parce que je ne vous cache pas qu'on a été un certain nombre de praticiens à se dire, finalement, si la sophrologie, ça marche bien à distance, alors en groupe ou en individuel. Moi, par exemple, je suis sur Doctolib. Moi, je remercie tous les jours Doctolib qui, en l'espace de 48 heures, ils ont été capables de nous basculer. Alors, je dis nous, tous les praticiens de France, à commencer par les médecins, pour qu'on puisse travailler en visio. Moi, par exemple, j'avais des accompagnements de grossesse, donc avec des femmes qui étaient chez elles, et que je ne pouvais pas les laisser tomber en plein milieu de... Donc, on se dit, génial, donc maintenant, le distanciel, ça fonctionne. Et j'ai quelques-uns de mes collègues qui ont rendu leur cabinet en disant on arrête le cabinet parce que de toute façon, s'il y a d'autres pandémies, ça sera de plus en plus compliqué. Donc le distanciel, c'est la solution. En fait, non. Ce n'est pas la seule solution. À partir de l'hiver dernier, il y a eu vraiment une lassitude du distanciel. Donc là, je parle bien pour l'instant de la forme. Et on sentait que faire... Alors, moi, je fais beaucoup de conférences. Donc, faire une conférence sur une thématique en sophrologie adaptée au télétravail. Faire un atelier thématique. Faire un cours collectif pour apprendre à souffler, etc., etc. Tout ça coincé au milieu de 5 ou 6 visioconférences dans la journée. Aucun effet. Donc on traverse l'hiver comme ça en essayant de tenir un peu tout le monde à bout de bras. Et puis à partir du printemps, en particulier à partir du mois de mai, dès qu'on a pu refaire des groupes, les gens étaient très demandeurs. Alors là, je me place du côté des salariés. Ils étaient très demandeurs de refaire des groupes physiquement. Donc au départ, on était limité, je ne sais pas si vous vous souvenez, à 6 personnes avec moi. Donc on a découpé, donc il a fallu inventer d'autres choses parce que dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, je ne peux pas vraiment leur proposer. Là, quand je faisais un groupe ou un atelier d'1 heure où on avait 20 personnes, je peux pas si je le coupe en 3, c'est pas forcément le même tarif non plus parce que l'entreprise, elle a un budget qui est quand même dédié. Et en même temps, je ne veux pas travailler pour rien non plus. Alors ça, dans le stage dans Sophro et Entreprise, on en parle beaucoup parce qu'il y a des moments où il faut faire des arbitrages. C'est-à-dire qu'il faut être cohérent par rapport au marché. Je suis désolée de parler de manière aussi crue, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement qui est un environnement économique. Nous sommes des prestataires. On est en concurrence. Alors, on est parfois en concurrence avec d'autres sophrologues. On est en concurrence avec d'autres intervenants. Il y a des entreprises où moi, je vais intervenir pendant 1 an en sophrologie, puis l'année d'après, pendant 1 an, ils vont faire du pilates, et puis l'année d'après, pendant 1 an, ils vont faire du yoga. C'est pas parce qu'ils ne veulent plus travailler avec moi, c'est parce qu'ils veulent changer tout le temps. Bon. Donc on est dans un milieu qui de toute façon par sa nature est concurrentiel. Donc ça fait partie des données. Donc on a commencé à refaire des petits groupes et puis à développer d'autres thèmes. Alors dans ces moments-là, dans la phase qui était un peu difficile, les thèmes ont changé. On a beaucoup travaillé. Moi j'ai fait beaucoup de sujets de conférences et d'ateliers autour de la motivation. Parce que justement il y avait cet effet de lassitude et de ras-le-bol et que voilà, les gens n'en pouvaient plus d'être chez eux, d'être à moitié comme ci, comme ça, sans savoir comment ça allait se passer. Et puis, au mois de mai donc, de cette année, quand on a pu enfin faire des groupes un peu plus grands, à partir de fin mai, début juin, le message des DRH a été clair, c'était « aidez-nous à faire revenir les gens sur leur lieu de travail dans des bonnes conditions ».
On met en place tout ce qui concerne la sécurité, hein, avec les consignes sanitaires, etc. On fait des plus petits... Alors, par exemple, les open space, hein, avant, quand vous aviez des open space à perte de vue, donc on divise les open space, on met en place une ventilation, des cloisons, où on fait tourner les open space un tiers de l'effectif, et puis les gens viennent 1 ou 2 jours par semaine, etc., etc. Mais on veut qu'ils reviennent, parce qu'on a besoin d'eux. Et on l'a dit, on l'a répété plusieurs fois, nous sommes des animaux sociaux, on a besoin des autres, on invente, on co-crée en groupe, à plusieurs. Hein. Les sapiens sont les rois de la coopération, c'est ce qui nous a permis de nous en sortir. Si on veut dépasser les moments difficiles, on a besoin du groupe et on a besoin des autres. Donc là, c'est vrai que les demandes ont été beaucoup en ce moment autour du travailler ensemble. Ce qui veut dire remettre en place, par exemple, des choses autour de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence collective, de l'écoute active. Alors, c'est des thèmes, on va dire, qui sont à la périphérie de nos pratiques, mais pour lesquels on a des outils, quand on les adapte un tant soit peu. On a eu quelques cas de ce que j'appelle le syndrome de la cabane. Ça, vous avez dû en entendre parler. Donc moi, j'ai eu quelques accompagnements en individuel qui m'ont été commandés par des entreprises pour quelques salariés qui étaient en difficulté parce que chez eux, et pétris d'angoisse à l'idée de sortir de leur foyer. Hein, donc le syndrome de la cabane, c'est les psychologues qui ont mis ça en évidence, c'est-à-dire je veux rester dans ma grotte et je ne veux plus du tout aller me confronter à l'extérieur. Donc j'ai fait pas mal d'accompagnements individuels, mais pour le coup, financés, alors ça peut être dans le cadre de la formation ou simplement parfois dans le cadre de prestations, financés par les entreprises, par l'employeur en tout cas, pour accompagner des salariés sur des cas bien précis. Je vois poindre une nouvelle tendance, alors je ne sais pas si c'est une tendance lourde, ou si ça va se confirmer, mais il y a un petit déclin du cours collectif. Alors, ceux qui ont fait le stage avec moi, hein, je vous en ai parlé, pour moi, le cours collectif de sophrologie, 1 heure à l'heure du déjeuner, c'est pas franchement le truc que j'aime faire, c'est un peu le tout venant, voilà, de la sophrologie. Alors c'est bien, hein, c'est de la sophrologie loisir, pratique, moi j'en ai fait plein, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est pas là où on a le plus de choses à apporter, justement dans cet environnement, hein, où il y a quand même des caractéristiques particulières. Cette prestation-là, elle est en train de décliner. Pour plein de raisons. D'abord parce qu'il faut de la place et que les entreprises aujourd'hui s'interrogent beaucoup sur leur immobilier. Parce que le télétravail a permis de réduire des surfaces, donc j'ai pas mal d'entreprises dans lesquelles j'intervenais qui ont en fait rendu des espaces. La salle de sport. Donc quand vous interveniez dans la salle de sport, hein, où vous avez mis à disposition des tapis ou des chaises, pour ceux qui disent non, la sophrologie, ça se fait qu'en étant assis, peu importe, quand vous n'avez plus de salle de sport, parce que l'entreprise, elle dit, plutôt que de payer tant par an pour avoir une salle de sport, on va prendre des abonnements dans les gymnases autour, et puis ça, on le fait passer sur le CSE, et puis ça va très bien. Et la sophrologie, c'est en train de faire pareil. On a notamment, alors sur des prestations que j'appelle comme ça, de piètre qualité, je suis désolée de dire, mais pour moi, c'est pas forcément là où on va être le plus pertinent. On a énormément de très grosses structures, par exemple les conciergeries d'entreprise, qui se mettent sur le marché et qui cassent les prix. Donc, soit on a envie de débiter des heures de sophrologie et puis on va être dans un marché hyper concurrentiel dans lequel, moi, je vois des gens travailler pour 80, 70 € de l'heure. Faites le calcul. Hein. Pour ceux qui ont un cabinet, quand vous recevez quelqu'un à votre cabinet ou quand vous allez faire une prestation à l'extérieur, ça prend du temps. Je ne parle même pas du déplacement. Il y a de la préparation. Il y a un suivi, c'est une prestation. Hein, c'est pas la même chose que d'être 1 heure à son cabinet, c'est pas la même attention, c'est pas la même implication. Mais c'est
marché, je peux le dire aujourd'hui, ou qui est en déclin pour moi, parce que il y a vraiment les prix sont vraiment tombés à des niveaux très très bas, et avec alors je parlais des conciergeries, ils vont arriver avec un espèce de catalogue, hein, en disant à l'entreprise, écoutez, pour un abonnement de temps par mois, on peut vous proposer du pilates, du yoga, du rire, du yoga, de je sais pas quoi, et puis là-dedans, et puis on est noyé dans une masse qui, à mon sens, n'est pas très intéressante. Alors, tout ça pour vous dire que il y a deux choses quand on veut travailler en entreprise. La première chose, c'est peut-être déjà, alors je ne vais pas dire d'abandonner ses rêves, ça serait dommage. Moi, j'ai le rêve, réellement, que la sophrologie, ça peut aider les gens à vivre mieux le travail. Mais je ne suis pas naïve au point de penser je vais révolutionner les choses. Mais si déjà j'aide quelqu'un à changer, elle a évolué, pour moi, c'est mission accomplie. Dans mon approche, j'essaye toujours de faire un compromis entre les besoins des salariés, parce que je vous parlais tout à l'heure de l'expérience collaborateur, mais moi, mes premiers interlocuteurs, c'est les équipes, c'est les salariés. Donc, c'est toujours de voir que ce que je leur apporte, ça répond à leurs besoins. Mais il y a aussi, et c'est naturel, les attentes des entreprises en tant qu'employeurs, hein, qui veulent aussi parfois et qui vont vous demander des évaluations, parce qu'ils veulent, alors, non pas des résultats, on n'est pas sur une obligation de résultat, mais qui veulent quand même pouvoir mesurer si ce qu'on fait, ce que vous faites, ça plaît, ça apporte quelque chose, c'est pertinent, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect, ce qui veut dire aussi que moi, je suis très attentive à respecter les codes de l'entreprise. Voilà, parce que les entreprises, il y a des codes, il y a des façons de fonctionner, d'interagir entre les gens, il y a des façons d'adapter. Donc vraiment toujours avec pour moi cet équilibre entre les attentes des collaborateurs, enfin entre les besoins des collaborateurs et puis les attentes légitimes des entreprises. Et puis le deuxième axe qui me paraît important quand on veut travailler en entreprise, j'allais dire attraper, c'est justement d'attraper quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire d'avoir une grande adaptabilité et à mon sens, beaucoup de créativité. Je vous disais tout à l'heure, moi je ne m'ennuie jamais en faisant le métier que je fais, parce que je recrée. Alors je recrée sur la base des fondamentaux, c'est-à-dire que les bases, on les connaît, vous les connaissez, et puis il y a parfois des techniques qu'on peut faire évoluer, et puis il y a des techniques qu'on va faire passer autrement, et puis cette adaptabilité pour essayer parfois de voir jusqu'où je peux pousser justement un exercice, une sophronisation, une ERD, comment je peux la replacer dans un contexte, dans une situation de travail, dans un environnement, ça me paraît assez important. Tout ça pour vous dire que, alors, moi je viens du marketing, donc je fais assez régulièrement ce qu'on appelle du benchmarking, c'est-à-dire que je regarde un petit peu l'offre. En particulier, je regarde l'offre des gens qui interviennent en entreprise, des sophrologues qui proposent des formations, des ateliers, etc. Moi, je vois beaucoup de choses normées, je vois beaucoup de choses formatées. Alors, je sais pourquoi, parce qu'effectivement, on respecte des protocoles. Mais si se former pour intervenir en entreprise, ça consiste à apprendre par cœur des choses qu'on reproduit, tout le monde sait le faire. J'ai écrit aussi il y a très longtemps sur mon blog un article qui s'appelle « Non, les sophrologues ne sont pas des perroquets ». C'est-à-dire que notre métier ne consiste pas à réciter par cœur un protocole, un texte que vous auriez appris et sur lequel on vous a interrogé pour votre RNCP, et puis vous allez le débiter toute votre vie, comme vous avez appris les fables de La Fontaine quand vous aviez 6 ans, et pour certains, on s'en souvient encore. Bon. Pour moi, la sophrologie, c'est pas ça du tout. Donc, toutes les formations qui consistent à reproduire des choses en disant atelier gestion du stress, ça vraiment le truc, le basique, le niveau 0 de l'intervention en entreprise, même si c'est important, mais c'est tellement galvaudé que ça n'a pas d'intérêt. Vous allez trouver 250 personnes qui savent ou qui prétendent faire des ateliers sur la gestion du stress. On peut être un peu plus malin que ça. On peut être un peu plus pertinent. Donc c'est vraiment ça, moi,